Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. La Belgique a toujours été et est de plus en plus un pays où se croisent différentes cultures. Si certains y voient une opportunité, une richesse, d'autres craignent que l'interculturalité débouche sur une perte d'identité. Alors quels sont aujourd'hui les enjeux, les défis de l'interculturalité? Quelle est aussi la place de l'interreligieux dans la rencontre des cultures? Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Jérémy Piola, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, docteur en sciences politiques et sociales et aussi chargé de projet auprès de BIPAX, une organisation d'éducation permanente. On peut ajouter que vous êtes aussi auteur, musicien et réalisateur. Avec nous aujourd'hui en plateau, Tatiana Letovaltseva. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas en uniforme aujourd'hui, mais vous êtes coordinatrice des aumôneries militaires belges, mais par ailleurs aussi vice-présidente de l'Institut Logoï, qui est engagé, comme on va le voir, dans la promotion du dialogue interconvictionnel. Voilà, et vous parlez aussi d'ailleurs de votre expérience personnelle de l'interculturalité. Et enfin, avec nous aussi, Latifa El Hamdi, enseignante de religion islamique à Bruxelles. Bienvenue à vous aussi, et vous avez aussi d'ailleurs vécu une expérience d'interculturalité depuis votre enfance. Alors, Jérémy Piola, peut-être pour expliquer plus précisément de quoi on parle, donc vous êtes anthropologue, vous vous intéressez notamment aux questions d'interculturalité, de discrimination, de racisme. Une première question, qu'est-ce qu'on entend exactement par le terme interculturalité ? On peut entendre beaucoup de choses, mais disons que la première chose qui est importante aujourd'hui, quand on s'intéresse aux dynamiques interculturelles, c'est, interculturalité, ça veut dire interaction entre cultures, c'est de voir les interculturalités au pluriel qui existent déjà. Comme par exemple le hip-hop est une interculturalité. Le fait que dans les luttes aujourd'hui contre le réchauffement climatique, on va dire, pour contenir le réchauffement climatique, il y a la trace de combats qui ont été menés par des communautés autochtones d'Amérique latine qui ont demandé d'écrire le droit de la nature dans les droits de l'homme. Voilà, donc d'interculturalité. Et puis il n'y a pas de culture qui ne soit pas interculturelle. Aucune culture, aucune langue, aucune pratique culturelle ne naît seule en dehors et ne grandit pas seul. Voilà, donc c'est la première chose. Ensuite, si on parle d'interculturalité de manière un peu plus approfondie, il faudrait définir d'abord qu'est-ce que c'est que la culture. Alors c'est un terme qui a une géographie très large, mais on pourrait ici évoquer trois acceptions dont j'aime bien me servir au fil de mon travail en sciences sociales. La première acception, c'est, on va dire, ensemble de comportements hérités dont on n'a pas forcément conscience. Ça concerne, par exemple, le rapport à l'autre dans l'espace, à l'espace, la proxémie. Donc, on a l'école de Palo Alto, des gens comme Édouard Thiaul, avec le langage silencieux, ou Geneviève Calbris, qui est une sorte d'anthropologue de la communication, qui travaille sur le fait que, selon notre culture au sens inconscient, on n'a pas le même rapport, par exemple, à la distance avec l'autre. Donc, il y a une photo qui avait été faite par l'école de Palo Alto où, par exemple, on voyait une station de bus en Suède, je crois, enfin dans un pays nordique, une station de bus en Italie. En Suède, il y avait 1 mètre à peu près de distance entre les gens à la station de bus, et en Italie, il y avait quelques millimètres. Voilà. Mais bon, ça ne peut pas dire que tous les Italiens vivent serrés et que tous les Nordiens vivent éloignés les uns des autres. Mais voilà, ça c'est la première chose. Puis il y a un deuxième sens qui est plus proche de l'anthropologie contemporaine, qui est en fait ensemble de conceptions, pratiques culturelles conscientes des personnes. C'est-à-dire qu'il y a une anthropologie qui tend des fois à penser qu'elle va expliquer pour les personnes qu'elle observe ce qu'elles vivent ou ce qu'elles font. Mais je dirais que, par exemple, tel danseur de telle communauté, je ne sais pas, à l'est de l'Europe ou en Afrique, etc., c'est qu'il danse quand il danse. C'est que un musulman qui prie, c'est qu'il prie. Il ne le fait pas spontanément sans savoir qu'il s'agit d'une prière. Donc, en tant qu'anthropologue contemporain, des anthropologues comme Arturo Escobar, qui est colombien-américain, Jacinthe Mazzochetti, ici, en Belgique, travaillent justement à se pencher sur des processus culturels qui sont aussi des pratiques conscientes. Et enfin, il y a un troisième sens
que j'aime bien évoquer. Alors, moi, j'ai fait des longs terrains auprès de personnes migrantes, en Belgique et en France, et descendantes de migrants. Alors, migrants extra-occidentaux, hein. Je ne parle pas de migrants qui seraient allemands ou espagnols, mais de migrants qui viennent en général d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et auprès de 14 ans de terrain auprès de personnes migrantes, avec des interlocuteurs et interlocutrices migrantes, j'ai pu constater que le mot culture signifie, quand il est mobilisé par ces personnes-là, ensemble de conceptions, de pratiques culturelles, de valeurs auxquelles on est attaché depuis très longtemps, depuis peut-être même sa naissance et son enfance, et qui est d'abord revendiqué par les personnes extra-occidentales avec qui j'ai pu discuter comme une force. Voilà. Il peut y avoir ensuite une distance critique vis-à-vis de certains aspects, mais c'est d'abord revendiqué et considéré comme une force. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le sens affectif, émique et, je dirais, identitaire, au sens positif du terme, du mot culture. Voilà. Merci beaucoup pour ce tableau déjà très complet. On reviendra justement sur les questions d'identité. Tatiana Letovaltseva, vous êtes d'origine russe, arrivée en Belgique à l'âge de 13 ans. Tout à fait, oui. Comment avez-vous vécu personnellement cette rencontre d'une autre culture, hein, culture russe d'une part, et la culture belge, entre guillemets, de chez nous? Mais je vais commencer par dire que je voulais rejoindre la Belgique. Les situations socio-économiques dans les années 90, en tout cas là où je vivais à Moscou, n'étaient pas très favorables. Et donc, quelque part, et je pars vraiment comme une petite fille ici devant vous, je rêvais de venir rejoindre la Belgique, l'Europe. Et donc, je dirais, je n'ai pas eu de choc culturel, à part peut-être dans l'alimentation, quand j'ai découvert les moules. Ça a été difficile au début. Aujourd'hui, j'adore manger les moules, j'adore les frites. Mais je n'ai pas eu de choc culturel en tant que tel. Évidemment, la différence au niveau du langage et de la langue, ça a été évidemment peut-être un défi. Mais je l'ai dépassé avec beaucoup de plaisir parce que j'avais envie de cette rencontre. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où j'ai regretté, en tout cas, de venir, je dirais, avec ma culture ici. Je me sens belge et européenne. Est-ce que néanmoins, votre culture russe est toujours présente? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous enrichit ici, en étant en Belgique, dans vos activités, dans ce que vous êtes, tout simplement? Alors, je dois dire que cette interculturalité a été une expérience encore plus large pour moi, puisque je suis mariée à un Allemand. Donc, aujourd'hui, je fais face aussi à une culture, je dirais, allemande. Et donc, finalement, cette identité culturelle russe, elle est plutôt dans des pratiques vraiment quotidiennes, un petit peu autour des fêtes. Mais aujourd'hui, c'est tellement, je dirais, c'est tellement vu comme une richesse et on essaie simplement de le voir comme un avantage. Le fait d'apprendre sur la culture de l'autre et le fait de trouver, par exemple, des accommodations pour les fêtes. Par exemple, le soir, la veille d'une fête, on fait par exemple la tradition allemande. Le lendemain, on fait la tradition russe. Tout ça englobé, évidemment, dans la culture belge. Eh bien, voilà. C'est ce qui nous réjouit, nous enrichit en fait tous les jours, en tout cas, moi, personnellement. En tout cas. Latifah El Hamdi, vous êtes donc enseignante de religion islamique. Vous êtes arrivée en Belgique à l'âge de 6 ans. Vous avez donc grandi dans une autre culture que votre culture d'origine, en quelque sorte. Mais comment vivez-vous personnellement aussi ce lien entre les deux cultures? Est-ce que vous considérez toujours vivre votre culture, la culture de vos parents? Comment ça se passe pour vous? Bien, pour moi, ça se passe très bien, je dirais. Non, mais vraiment. J'ai pas le sentiment d'avoir une... Comment dire? J'ai pas le sentiment d'être tiraillée entre deux cultures différentes. Il y a pas de... J'ai pas le sentiment. Maintenant, c'est-à-dire que comme vous avez dit, je suis arrivée à l'âge de 6 ans, c'est tout comme si j'étais née ici, puisque je suis directement entrée à l'école primaire, etc. Et c'est vrai qu'il y a une petite différence, je dirais un différentiel entre ce qui se passe à la maison, la culture de la maison, qui est la culture des parents, et puis évidemment tout le monde extérieur de l'école, etc.,
il y a une différence, mais c'est quand même assez harmonieux parce qu'à partir du moment où on a la maîtrise de la langue, de là où on vit, en fait, ça fait beaucoup. Parce qu'on pense dans cette langue, on rêve dans cette langue, et donc forcément la culture est véhiculée aussi par cette langue. Et donc, voilà, l'école est un moyen vraiment je dirais, d'immersion et d'insertion, oui, dans une culture fabuleuse, en fait. Oui. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci pour vos témoignages. Jérémy Piola, vous êtes d'origine française. On ne va pas vous demander votre expérience de français en Belgique, mais donc vous êtes en Belgique depuis quelques années. Vous avez du coup un regard à la fois un peu intérieur et en même temps distancié sur la situation de notre pays. Est-ce que dans la société belge, être originaire d'une autre ère culturelle, notamment au Moyen-Orient ou Afrique par exemple, est-ce que c'est un obstacle aujourd'hui en Belgique pour l'insertion des personnes ? Je dirais que oui, ça peut l'être, comme ça l'est en France. Ça l'est peut-être de manière encore plus violente en France. En ce moment, en tout cas, on vit une période qu'on pourrait requalifier un petit peu de recoloniale. Il s'est passé des choses très très dures pendant les dernières élections et avant, avec certains personnages qui se sont présentés, etc. Maintenant, ici, le problème est que c'est qu'est-ce qu'on fait avec la culture, avec les cultures qui sont mises en présence. Est-ce qu'on reconnaît les interculturalités? Est-ce qu'on reconnaît, par exemple, ce que les cultures dites arabes ou africaines ont pu amener aux cultures dites occidentales et pourraient amener aujourd'hui pour affronter certains défis contemporains, par exemple liés au désastre climatique. Je parle de ça parce que, par exemple, notamment des femmes migrantes musulmanes que j'ai pu rencontrer sur mes terrains, essentiellement marocaines, mais aussi guinéennes, ont un rapport, par exemple, absolument pas désubjectivant à la nature. C'est-à-dire qu'elles ne considèrent pas les êtres de la nature non humains dans leur imaginaire, à travers des textes qu'elles ont pu écrire, comme des objets. Donc ça pourrait vraiment nous apporter quelque chose. Exactement, c'est quelque chose qui est vraiment une invitation qui rentre complètement dans notre souci de trouver une autre manière d'exister avec un monde sans le détruire. Et je dirais même que la posture de ces femmes est plus en avance. Et on aurait à apprendre. Or, il n'y a pas énormément de lieux où on peut entendre en fait ces postures-là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la culture est parfois utilisée comme prétexte pour justifier des discriminations qu'on va appeler d'ordre racial, c'est-à-dire déterminées en fonction de l'origine et de l'ascendance des individus. Et là, la culture est en fait un argument hypocrite, comme parfois le terme d'interculturalité peut être un terme voile, dans le sens où, par exemple, on va dire oui, il y a un problème interculturel alors qu'il y a un problème de discrimination. Il y a des tas de situations où il n'y a pas de problème interculturel. C'est juste que chacun n'a pas les mêmes droits en fonction de son origine. Ça, c'est quelque chose qui est évidencé aujourd'hui, non seulement par les sciences sociales, mais y compris par différentes branches de différents ministères qui étudient de manière rigoureuse les phénomènes discriminatoires liés à l'origine dans le monde du travail, dans la recherche de l'emploi, dans la recherche d'un logement et dans toutes les sphères de la société. On est encore en proie aujourd'hui à des formes de discrimination raciale structurelle. Comment faire, Jérémy Piola, à BIPAX, vous travaillez là-dessus aussi, oui, c'est ça. pour mieux accueillir justement ces différences culturelles. Souvent, c'est vu comme un risque de perte d'identité, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, moi, je dirais que un monsieur corse, je suis d'origine corse, que j'avais pu rencontrer, disait que quand on a une culture à laquelle on est attaché, ce qui est rarement une culture nationale, c'est une culture d'État, c'est un tout petit morceau de notre culture. La culture, elle est souvent plus ancrée dans un territoire plus petit, on va dire régional, ou même parfois d'un village, par exemple. Quand on a une culture forte, une identité forte à laquelle on est relié, on est ouvert à toutes les entités du monde à partir du moment donné où on ne nous met pas en danger. On va plus se méfier des cultures d'État. Par exemple, en Corse, et dans des territoires qui ont été colonisés de manière beaucoup plus violente, extra-occidentaux, on se méfie de la culture d'État française ou des cultures d'État européennes en général parce qu'elles sont liées à l'histoire coloniale. Donc je dirais que, en fait, est-ce que le fait que certaines populations ici, au nom de leur culture et de leurs différences culturelles présupposées, qui sont peut-être pas si fortes que ça en plus, et au lieu de se poser plutôt de tiens, quels sont les types de savoirs qu'ils mobilisent, les types de pratiques culturelles, d'outils culturels qu'ils amènent, si ces personnes-là sont discriminées, c'est parce que peut-être aussi les Européens majoritaires, on va dire blancs, c'est comme ça que ça s'appelle en sciences sociales, c'est peut-être qu'ils n'ont pas de culture populaire stable sur laquelle ça puisse s'appuyer.
En fait, peut-être qu'il n'y a plus de culture, je ne sais pas, de région, de rituels d'accueil, de manière de s'occuper des enfants qui soient pensés en fonction du lieu d'où on provient. Donc c'est peut-être parce qu'il y a une insécurité culturelle qui est liée à l'histoire de la modernité européenne qu'il y a une difficulté à accueillir les populations extra-occidentales et ce qu'elles apportent avec elles. Donc voilà, une question, évidemment, un problème complexe. Alors l'interculturalité se vit dans l'espace public, mais aussi dans la sphère privée. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle les couples mixtes. Alors je vous invite à partir à la rencontre d'un couple mixte, justement, un couple ivoiro-belge, Laurent et Alix, que sont allés rencontrer Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Je vous laisse les découvrir. Attends, Laurent, franchement, c'est trop bas. Ah, c'est bas. Ouais, voilà. Le week-end, c'est l'occasion pour Laurent et sa famille de cuisiner ensemble. Très souvent, c'est la cuisine ivoirienne qui est au menu. Une façon pour Laurent de partager les recettes de son pays, mais pas seulement. C'est vraiment génial de pouvoir manger ça parce que quand on était petit et qu'on allait là-bas, et qu'après ici on remange la banane plantain, c'est un peu comme si, je revivais un peu mon voyage là-bas. Il faut dire que Alix et moi, de façon culturelle, on est différents. Mais dans cette différence, on est quand même complémentaires. En fait, il y a deux choses. Il y a la différence culturelle et la différence de classe sociale. Moi, je venais d'une famille aisée et lui venait d'une famille plus démunie. Et ça a joué aussi. Ça, c'est typique de notre famille. On fait un peu de tout et tout le monde a sa mode, quoi. Dans le même espace, chacun fait à sa façon. Et donc, j'allais faire un jus de fruits et légumes pour moi. Et puis, je me suis dit que j'allais commencer par le gingembre et mettre plein de gingembre pour faire le nyamankoudji, qui est une recette ivoirienne. Et après, je vais faire mon jus. Mais quand on mange, c'est aussi un peu la même chose. Parce que Laurent, qui vient de Côte d'Ivoire, il aime bien plein de protéines, de féculents, etc. Mais mon fils aîné, il est végétarien. Et donc, il y a toujours moyen de manger un petit peu une note africaine. Et alors, dans les recettes de Côte d'Ivoire, souvent, on mélange pas les recettes avec des trucs européens. C'est le plat traditionnel. Mais moi, parfois, j'ai envie de l'agrémenter de trucs belges. Et donc, quand on est à table, il y a toujours plein de petits plats et chaque assiette est un peu différente. Dans quelques semaines, la famille au complet se rendra en Côte d'Ivoire. Lia et Mathéo font découvrir à Lionel les photos de voyages précédents et les visages des tontons ou des cousins que le petit garçon va bientôt rencontrer pour la première fois. Regarde, tu reconnais, là c'est la plage, là c'est la grande barque. Oui. Regarde comme elle te ressemble. Oh oui, c'est Lily. C'est Lia, là c'est la plage. Oh oui. Et avez-vous quand même réussi à transmettre à vos enfants les valeurs qui viennent de là-bas? C'est pas toujours facile parce que les enfants, c'est clair qu'ils ne sont pas en immersion en Côte d'Ivoire. Mais le fait d'être présent au quotidien avec eux, ils voient ce que je fais et tout ça. Et petit à petit, tout doucement, je leur transmets certaines valeurs sans forcer, quoi. Et ça, je trouve que c'est chouette. Par exemple, au niveau des valeurs, il y a soit le droit de l'aise, la solidarité, le respect de l'autre. Et puis bon, voilà. Et avec Alix également, bon, elle essaie d'ajouter sa petite contribution. Petite. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui se font inconsciemment. Je veux dire, pour nos enfants, le fait qu'ils voient qu'on a des parcours complètement différents, ça leur apporte quelque chose aussi. Le fait que, par exemple, dans sa famille, quand une personne décède, tout le monde se cotise pour payer les funérailles et chez nous, il y a un héritage. Bon, c'est un peu tabou, on parle d'argent, mais c'est ça aussi, c'est l'inverse. Et donc, on a des approches complètement opposées et donc les enfants voient comment ça se passe quand il y a des funérailles en Côte d'Ivoire ou en Belgique. Il y a beaucoup de choses qui sont... Parce que tu parlais de solidarité, mais je pense que la solidarité en Côte d'Ivoire, c'est dès qu'il y a un mariage ou une fête, tout le monde est invité. Et tout le monde cotise dès qu'il y a un pépin quelque part.
Alors vous, Alix, partagez la vie de Laurent. Qu'est-ce que ça vous a appris? Je crois qu'il m'a enracinée. Il m'a vraiment enracinée parce qu'il sait exactement ce qu'il veut, il sait où il va, il parle, il a des limites comme ça. J'ai l'impression qu'il y a toute sa culture qui est liée, qui a été transmise et qui est très ancrée en fait. Mais tout est dans la tête. Hein. Laurent, il a vraiment la Côte d'Ivoire dans le cœur en fait. Je dis tout est dans la tête, mais aussi tout dans le cœur. Et du coup, il y a énormément qui est passé, mais sans qu'on s'en rende compte. Mais si à la base, on se dit que c'est quelque chose de bien, qu'on a envie de transmettre, ben, ça vient de partout, ça émane et puis ça se partage. Voilà pour cette petite immersion interculturelle dans la famille de Laurent et Alix. Alors, un autre aspect de l'interculturalité, c'est l'interreligieux. Tatiana Letovaltseva, donc, à côté de votre rôle dans les aumôneries militaires, vous êtes aussi vice-président de l'Institut Logoï, qui s'occupe de dialogue interconvictionnel. Est-ce que ce dialogue est important aujourd'hui dans notre société? Ça permet de rapprocher vraiment les gens? Tout à fait. Je voudrais souligner que nous développons aussi le dialogue interconvictionnel au sein de la défense belge. Et l'Institut Logoï, c'est une action citoyenne. Oui, le dialogue interconvictionnel permet, je pense, c'est ma conviction évidemment personnelle, de rapprocher les gens puisqu'on fait appel à la conviction individuelle. Elle peut passer bien sûr par une identité culturelle également, mais c'est un engagement personnel qu'on demande à venir à la rencontre de l'autre. Nous avons aussi le dialogue interreligieux que je définis plutôt comme un dialogue entre les institutions, entre les leaders religieux, qui permet de donner un exemple pour justement les communautés convictionnelles à pas seulement vivre ensemble, mais aussi à faire ensemble, à construire ensemble et répondre d'une manière créative aux défis globaux de l'humanité. Voilà, c'est un très beau projet en tout cas. Latifa El Hamdi, est-ce qu'avec vos élèves musulmans, est-ce que vous pratiquez aussi une forme de dialogue interreligieux? Est-ce que ça les intéresse de connaître, par exemple, la religion chrétienne? Oui, tout à fait, parce que j'aborde avec eux justement les 3 religions monothéistes. Et ça les intéresse beaucoup, ils ont beaucoup de questions. J'essaye plutôt que de répondre, plutôt de les amener à la réflexion. Et là, par exemple, avec une de mes écoles, qui est juste en face d'une église, l'église à Watermal-Boisfort, une très jolie église romane, eh bien, d'aller visiter l'église et pouvoir poser des questions aux prêtres, etc. etc. Donc, et je pense que justement, moi je suis dans le primaire, c'est là que tout se passe. C'est les futures générations qu'il faut éduquer, évidemment. Donc, ça me tient beaucoup à cœur. Et oui, je trouve que c'est très important. Merci beaucoup. Alors, pour la dernière partie de cette émission, je vous invite à découvrir un autre reportage qui va parler d'un autre aspect de l'interculturalité, qui est la musique. Regardez, c'est un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Au cœur de Bruxelles, un jeudi soir, c'est dans une école vide que résonne une étrange mélopée. Elle est tirée du doudouk, un instrument traditionnel arménien en bois d'abricotier et qui date probablement du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est encore méconnu chez nous. Vardan Ovanosyan y répète avec quelques-uns de ses élèves. Il a commencé à en jouer lorsqu'il avait 13 ans. Lorsqu'il quitte son pays pour s'exiler en Belgique, il tisse des liens encore plus forts avec son doudouk, dont la sonorité, à la fois douce et mélancolique, lui rappelle des souvenirs d'enfance et l'âme même de son pays d'origine. Avant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient l'instrument. Maintenant, ça devient populaire et les gens, ils attendaient le son et ils ne comprenaient pas si c'est une voix ou c'est un instrument qui joue. Et la sonorité, elle est très spéciale avec son vibration. Et pour ça, beaucoup de gens, j'avais dit déjà que 95% de mes élèves, c'est les Européens, ce n'est pas des Arméniennes, qui aiment le son et qui veulent apprendre cette vibration. C'est vraiment la chaleur de l'instrument qui m'intéresse, la chaleur, la sensibilité de l'instrument,
Et l'étendue de son jeu, le répertoire qui est splendide, avec des mélodies qui sont tout à fait touchantes. Voilà. Est-ce que ça vous a appris quelque chose de l'âme arménienne? Mais je suis allé en Arménie un peu grâce à ça, en fait, parce que bon, je me suis attaché à l'Arménie par l'instrument, mais aussi par le contact avec Vardan. Et donc, j'étais tenté de découvrir ce pays et de découvrir ses habitants. Et c'est un pays que je recommande d'ailleurs pour la chaleur de l'accueil. Cet instrument très très nostalgique et un peu triste aussi, ça raconte l'histoire pour moi. Ça raconte l'histoire de notre pays. Parce que j'ai passé la moitié de ma vie en Arménie. Et ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des montagnes. Je peux dire que les Arméniens sont nostalgiques. Première raison, parce que la plupart des Arméniens, ils habitent dehors d'Arménie. À cause du génocide arménien, à cause de beaucoup de... Historiquement, on a été sur le carrefour entre l'Asie et l'Europe, sur les chemins de soins, et on a été combattu par différents pays comme les Tatars mongols, comme l'Iran, Turquie, invasion de tous ces pays. Et la plupart des Arméniens, ils habitent dehors d'Arménie, pour ça, je peux dire qu'ils sont un peu nostalgiques. Toujours, le musicien, c'est un autre monde, parce qu'ils partagent avec leur culture. S'il y aura un partage comme ça, musical, entre les politiciens, il n'y aura pas de guerre. C'est la musique qui nous approche. Et voilà pour cette deuxième immersion en musique, cette fois pour l'interculturalité. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Merci à mes trois invités d'avoir répondu à nos questions. Peut-être juste préciser que Jérémy Piola publiera bientôt un livre qui s'appellera Sudalisme aux éditions Libres. Merci à vous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien rendez-vous sur le site, plutôt la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt.